Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire. Comme d'habitude, on va commencer par les questions espace et on va prendre la question de Victor sur le paradoxe de Fermi. Pourrais-tu nous faire un récapitulatif précis du paradoxe de Fermi ? Bonjour Victor. Depuis qu'on s'est rendu compte que la Terre et le Soleil ne sont qu'un grain de poussière dans un univers immense, on s'est posé la question de l'existence d'autres civilisations. Avec l'invention de la radio, on a enfin trouvé un moyen de communication capable de traverser les immensités de l'espace. Et pourtant, quelle que soit la direction où l'on pointe nos antennes, c'est le silence qui nous répond. En 1950, lors d'un repas avec des amis, le physicien italien Enrico Fermi s'étonne de vive voix de cette situation. Le Soleil est une jeune étoile. L'univers et notre galaxie devraient grouiller de vie intelligente. Et cette vie devrait laisser des traces. Que ce soit des superstructures observables au télescope, des ondes électromagnétiques voyageant jusqu'à nous, ou même une visite en personne. Mais non, rien de rien. Pas de soucoupe volante, pas même le moindre petit bip. L'univers nous apparaît comme mort. « 68 ans après sa formulation, le paradoxe de Fermi est toujours d'actualité. Malgré nos capacités croissantes d'écoute et d'observation, nous n'avons pas décelé le moindre indice qu'une autre civilisation intelligente existe quelque part dans l'univers. À ce paradoxe, on peut apporter une multitude de réponses. La première serait de supposer que les civilisations extraterrestres n'existent pas ou sont extrêmement rares. Peut-être que les conditions de l'émergence de la vie sont incroyablement strictes, et que la Terre a bénéficié d'un gros coup de chance. Ou peut-être que ce n'est pas la vie qui est très rare, mais la vie intelligente. Peut-être sommes-nous tout simplement les premiers. Et oui, il faut bien qu'il y en ait un après tout. Autre hypothèse, les civilisations extraterrestres existent mais ne communiquent pas. Que ce soit par choix ou par limitation technique. Peut-être que l'intelligence finit par mener à l'isolation. Ou peut-être que les protocoles de communication entre différentes espèces sont trop différents pour être reconnus comme tels. Physiciens et auteurs de science-fiction ont imaginé des dizaines de réponses au paradoxe de Fermi. La seule chance qu'on ait un jour de le résoudre serait de capter un signal. Sinon, il faudra continuer à nous demander pourquoi l'univers est si silencieux. La transition est parfaite vu qu'on va parler d'exoplanètes avec la question d'ABCD. Sais-tu quelle est l'exoplanète confirmée qui ressemble le plus à notre bonne vieille Terre et à quelle distance se trouve-t-elle ? Salut ABCD. C'est une question à laquelle il est un peu difficile de répondre car on en sait encore bien peu sur les exoplanètes qu'on découvre. Mais bon, en se raccrochant à quelques paramètres stricts mais connus, on peut déjà dresser une petite liste des candidates intéressantes. Ce qui nous intéresse, ce sont les planètes rocheuses, d'une masse et d'un diamètre pas trop éloigné de celui de la Terre, et orbitant dans la zone dite habitable de leur étoile. Bien sûr, on préférera celles qui sont dans le proche voisinage de la Terre. Si on s'en tient à cette définition, Proxima Centauri b est certainement la gagnante. Découverte il y a seulement 2 ans, c'est l'exoplanète la plus proche de chez nous, à seulement 4,2 années-lumière. Elle a une masse et un diamètre légèrement supérieurs à celui de la Terre et reçoit un peu moins de rayonnement de son étoile. La candidate idéale. Sauf que comme on l'a vu dans un épisode de DNDE, son étoile entre parfois dans des éruptions très violentes, difficilement compatibles avec la vie. Située beaucoup plus loin, à 420 années-lumière, Kepler 438b est dans une situation similaire. Elle est à peine plus large que la Terre et dans la zone habitable de son étoile, mais soumise aux éruptions de la naine rouge. Impossible de ne pas citer dans une telle liste le système Trappiste 1. Autour de cette étoile à 39 années-lumière de chez nous, ce n'est pas une, mais 4 candidates qui orbitent. Ces 4 planètes possèdent une masse et un rayon très proche de celui de la Terre, et l'une d'entre elles reçoit presque exactement le même rayonnement de son étoile. Si une civilisation y existe, ils ont touché le gros lot de l'expansion spatiale facile. Toutes ces planètes sont très intéressantes, mais elles orbitent autour de naines rouges. Peut-être que si on veut trouver une jumelle à la Terre, il faut commencer par chercher du côté des jumeaux du Soleil. Avec cette logique, Kepler 452b est probablement la planète la plus intéressante.
Elle orbite dans la zone habitable d'une naine jaune, similaire à notre Soleil, mais à 1400 années-lumière de chez nous. C'est plus une super-Terre qu'une exoterre, puisque sa masse est plusieurs fois supérieure à celle de notre planète. Elle reçoit cependant un rayonnement similaire à la Terre, et même son année de 385 jours terrestres nous paraît familière. Allez, on revient sur le dossier de l'espace de jeudi avec une question sur la LOPG posée par Username. Pas de module prévu pour se poser sur la Lune dans le plan initial ? Non, pour le moment, la LOPG est un programme qui se suffit à lui-même. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. On peut en effet se dire que le programme promet un retour scientifique bien faible. Faire des tours autour de notre satellite ne nous apprendra probablement rien que l'on connaisse déjà. Le gros du retour concernera l'expérience acquise du vol habité au-delà de l'orbite basse. On peut aussi y voir un mouvement très pragmatique de la part de la NASA. L'agence spatiale américaine sait très bien que ses plans vont changer au gré des administrations. Et l'immense majorité de son personnel le déplore, probablement autant que vous et moi. Avec la LOPG, la NASA lance un projet adaptable à toutes les sauces. Si les républicains conservent la Maison Blanche et veulent aller sur la Lune, elle fera une excellente base de départ. Avec les démocrates au pouvoir et une ambition plutôt martienne ou de capture d'astéroïdes, la LOPG a également tout son sens. Elle servira alors de base de départ au vaisseau Deep Space Transport à destination de Mars. Dans tous les cas, l'agence spatiale américaine est donc bien placée pour défendre son bébé. Et c'est ce qui donne une réelle chance à la LOPG de voir le jour. Pas de module lunaire prévu pour le moment donc, mais si la volonté est là, ce dernier devrait être simple à développer. Par exemple, en partant des études sur le module Altaïr du programme Constellation. Pour la dernière question côté espace, on va prendre celle de Rémi. C'est quoi exactement l'orbite cislunaire par rapport à une orbite lunaire ? Salut Rémi, alors c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé ce mot pour décrire l'orbite de la LOPG. Une orbite cislunaire est une orbite qui se trouve entre la Terre et la Lune. Ça ne décrit pas grand-chose de précis. Techniquement, même les objets en orbite basse, comme la Station spatiale internationale, sont en orbite cislunaire. De manière plus courante, on utilise ce terme pour décrire l'espace situé entre l'orbite géostationnaire et la Lune. La LOPG sera sur une orbite rectilinéaire autour de la Lune, abrégée par les anglophones NRHO. Cette orbite a été choisie car elle présente plusieurs avantages. Les transferts entre l'orbite basse terrestre et la NRHO lunaire sont économes en ΔV, et donc en carburant. Il faut fournir environ 800 mètres secondes de ΔV pour rejoindre et quitter la NRHO, contre 1400 mètres secondes pour une orbite lunaire basse. Orion étant un petit vaisseau, cela compte forcément. De la même manière, cette orbite permet un accès à la surface lunaire avec un ΔV raisonnable. Comme on l'a dit dans le dossier, les communications avec la Terre ne sont jamais coupées. Et cerise sur le gâteau, c'est une orbite assez facile à maintenir. Le système de propulsion du PPE devrait donc avoir un travail assez simple. Au point le plus bas de son orbite, la LOPG sera à 2000 km de la surface lunaire. Elle s'en éloignera jusqu'à 75 000 km et décrira une orbite en 6 à 8 jours. Il y a 2 ans et demi, la NASA a publié un papier très intéressant sur les différentes orbites lunaires possibles pour l'exploration humaine. Leurs avantages et leurs inconvénients qui ont mené au choix de la NRHO pour la LOPG. Je vous le mets donc en description pour ceux qui veulent en apprendre plus. Allez, on va traiter maintenant les questions sur le jeu Star Citizen et on commence avec la question de Necro Spencer. Est-ce qu'on est arrivé à au moins 50% de la conception du jeu ? C'est une question légitime, mais il est impossible d'être précis dans la réponse. Le développement d'un jeu vidéo englobe de nombreux aspects très différents. Les premières années sont consacrées à la conceptualisation et à la création des outils qui permettront au concept de prendre vie. De ce côté-là, du point de vue technique donc, le jeu a beaucoup avancé ces dernières années. D'ici la fin de l'année 2018, les plus grosses technologies nécessaires au projet devraient être opérationnelles. L'objet container streaming et le network bind calling devraient permettre cet univers immense sans aucun temps de chargement, si ce n'est le tout premier. On sera donc fixé assez rapidement sur l'aspect technique. Une fois que le contenant sera quasiment prêt, il faudra s'attaquer au contenu. De ce côté-là, il reste encore pas mal de boulot. Heureusement, CIG a pensé ces outils dans le but de créer rapidement le contenu. Planète, lune, ville, station, tout sera créé grâce à des outils procéduraux et contrôlés par des artistes. Le pipeline de création des vaisseaux est déjà bien rodé et ces derniers sortent de plus en plus vite. Du côté du gameplay, les mécaniques commencent à arriver et devraient se compléter tout au long de l'année. Bref, il est difficile de répondre à ta question en termes de pourcentage. Selon Erin Robert, 2018 est une année clé pour le projet.
Si l'Object Container Streaming réussit son intégration en 3.3, l'équipe aura fait un énorme pas. Allez, on croise les doigts pour 2018 et on enchaîne avec la question de Longmire. Ils n'ont pas peur qu'une guilde ayant une énorme flotte décide d'avoir une politique extrêmement agressive au point que les petites structures ou que de simples joueurs ne puissent que se faire rouler dessus. Avant de se pencher sur les mécaniques d'équilibrage que souhaite mettre en place le studio, il faut comprendre la place des joueurs dans le jeu. Star Citizen doit être un univers vivant et immersif. Pour ce faire, les joueurs sont vraiment minoritaires par rapport aux PNJ. Ils représenteront moins de 10% de la population de l'univers. En ayant cette idée en tête, il devient plus difficile d'imaginer les abus d'une énorme flotte de joueurs. Celle-ci trouvera forcément une corporation IA PNJ assez puissante pour la calmer. L'UEE par exemple sera en mesure normalement de traiter toutes les menaces émises par les joueurs sur le long terme. Les développeurs souhaitent que les joueurs puissent influencer les mécaniques de gameplay, mais pas les bloquer. Prenons l'exemple d'une corporation qui souhaite faire un blocus sur une station. Subsumption se chargera de créer des missions pour les joueurs ou PNJ afin de les déloger. De plus, CIG disposera d'un moyen de modération in-game pour débloquer certaines situations. C'est une question d'équilibrage, il faut que CIG trouve la bonne formule entre liberté des joueurs et fun. Pour ce faire, les mécaniques vont être implémentées petit à petit et il viendra un jour où Port Lizard ne sera plus une zone d'armistice. On finit cet espace commentaire avec les questions de Cody sur la mécanique de scan. Sera-t-il possible de scanner un personnage pour voir s'il possède des items plus ou moins légaux et l'arrêter dans le cadre de la chasse à la prime? Les PNJ de sécurité scanneront-ils les vaisseaux des PNJ et des joueurs? Ce sont de bonnes questions et l'émission Reverse the Verse de vendredi dernier a apporté de nombreux éléments de réponse. L'outil de scan a été créé de façon à ce qu'il puisse être utilisé dans toutes les situations. Mark Abent a déjà réalisé de nombreux tests de scan sur des personnages. Le scan d'un personnage peut en effet vous révéler tous les items qu'il porte. Mais le système va encore plus loin. Si vous scannez un vaisseau, vous pourrez voir ses occupants. En faisant un scan encore plus poussé, vous pourrez voir les items qu'il porte. Pour le moment, cette mécanique ne sera pas encore implémentée en 3.2, mais elle est déjà en phase de test. La mécanique de scan doit être flexible pour que les développeurs puissent l'équilibrer. Auparavant, le scan était intégré à l'interface des vaisseaux, mais il est maintenant directement intégré dans votre casque pour justement permettre ses utilisations futures. On imagine que c'est le scan qui sera utilisé par les autorités pour scanner votre personnage et constater la légalité ou non de vos items. Il devrait en être de même pour les vaisseaux. Les joueurs pourront donc scanner les autres joueurs et voir leur cargo. Cependant, c'est une mécanique différente de la chasse à la prime, qui elle, s'effectue sur un contrat. Bref, le scan risque d'apporter beaucoup de profondeur à de nombreux gameplays, comme l'exploration, le combat, la recherche, le minage et peut-être même la médecine. On a hâte qu'il soit totalement intégré. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à certaines de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.